Salut les amis, bienvenue sur Eleven Sports. Vous le voyez, nous sommes masqués, mais ne dit-on pas mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, nous allons préfacer Der Klassiker entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Un duel au sommet, digne d'une élection 50 étoiles, où les deux monstres de la Bundesliga sont déjà au coude à coude. Et Mario Inorato nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Mario. Bonjour Pierre-Alexis. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Mario, c'est déjà le troisième Klassiker sans supporters dans les tribunes, mais pas sans Cador sur le terrain. Oui, on a du beau monde sur le terrain. C'est les deux premiers de Bundesliga qui s'affrontent. Donc on connaît très bien ces deux équipes. Naturellement, c'est toujours dommage que le stade du BVB ne soit pas plein, parce qu'il aurait été plein en d'autres circonstances, mais on se contentera d'un match sans public. Mais c'est vrai, avec beaucoup de stars sur le terrain, on va avoir des vrais duels entre la meilleure défense de la Bundesliga, le Borussia Dortmund, et la meilleure attaque, le Bayern de Munich. Je vois que vous êtes déjà paré pour cette émission, Mario, mais avant d'aller plus loin, je vous propose de revenir sur le bilan des deux équipes jusqu'ici en championnat. C'est un sujet signé François-Nicolas Sepulcre. 15 points sur 18, ex-aequo en première position au classement. Cette saison encore, la lutte pour le titre devrait impliquer le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Les deux équipes qui, après 6 journées de championnat, restent sur un début de saison relativement semblable. Lors de la première journée, le champion en titre, le Bayern, déroule à la maison 8-0 face à Schalke, alors que Dortmund s'impose 3-0 face au Borussia Mönchengladbach. On pense alors les deux armadas lancées, mais dès la seconde journée, les deux équipes doivent encaisser leur première défaite de la saison. Le Bayern prend l'eau 4-1 à Hoffenheim, pendant que Dortmund s'incline 2-0 sur la pelouse d'Augsbourg. Une défaite qui a le mérite de provoquer une véritable réaction, car lors des matchs suivants, le Bayern déroule et plante 15 buts en 4 matchs. Le Rekordmeister est actuellement la meilleure attaque de l'élite allemande. De leur côté, les hommes de Lucien Favre remportent leurs 4 rencontres qui suivent, le tout en n'encaissant pas le moindre goal. C'est très simple, le Borussia n'a encaissé que 2 buts cette saison, lors de sa défaite face à Augsbourg. D'un côté, 24 buts marqués et de l'autre, 2 seulement encaissés. La meilleure attaque de Bundesliga se déplace donc sur les terres de la meilleure défense pour un classiqueur qui s'annonce explosif. Mario, on vient de l'entendre, les deux formations sont déjà au coude à coude en tête de cette Bundesliga. C'est un peu une sorte de copier-coller des saisons précédentes, vous ne trouvez pas ? Oui, les deux formations ont eu, comme on l'a vu dans le reportage, un début de saison similaire. Mais il est vrai que les dernières saisons, le Bayern a chaque fois émergé. Donc on va voir un petit peu. Ici, c'est intéressant, ce duel entre la défense de Dortmund et l'attaque du Bayern avec Lewandowski. Donc on va voir un petit peu, mais ça va être un duel qui va se jouer pour moi sur des petits détails. Et parmi ces détails, on peut aussi noter que le Bayern de Munich va avoir un jour de récupération en plus. Et avec la succession de matchs qui a été le mois de septembre et le mois d'octobre, un jour de récupération en plus, selon moi, ça a une certaine importance. Et ça va se jouer sur des petits détails peut-être, mais il faut savoir que les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison. Mario, c'était à l'occasion de la Supercoupe d'Allemagne en septembre dernier, une Supercoupe remportée par les Bavarois, 3-2. Grâce à cette victoire, Mario, les Bavarois ont-ils un avantage psychologique sur le BVB ? Je pense qu'ils ont un avantage psychologique, surtout par rapport aux derniers faits, donc les dernières années où le BVB était devant. Et chaque fois, lors des duels, notamment à Munich une fois, le Bayern s'est largement imposé. Sur la Supercoupe, j'ai eu l'occasion de voir le match. Il n'y avait pas une différence énorme entre les deux équipes. Ça avait été un match très disputé. D'ailleurs, le BVB avait surpris d'une bonne manière, parce qu'on se rappelle, au mois de septembre, l'ogre européen, après le quintuplé, c'était le Bayern de Munich. Mais voilà, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Mario. Le Bayern reste sur un incroyable quintuplé. On le rappelle, championnat, Coupe d'Allemagne, Champions League, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Allemagne. On vient d'en parler. Ma question est la suivante. Qui, en Europe, est en mesure de rivaliser avec cette machine de guerre ? Peu d'équipes. Ça, c'est une certitude, si ce n'est les cadors de chaque championnat. Je pense qu'on va voir un peu en Angleterre des équipes comme Manchester City, comme Liverpool éventuellement, Barcelone, Real Madrid. On a vu l'Atlético Madrid a été quand même balayé par le Bayern. 4-0. 4-0. En Ligue des Champions. Éventuellement le PSG, même si le PSG actuellement est un peu à la peine. On l'a vu à Leipzig.
et peut-être la Juventus, mais c'est une Juventus en reconstruction, donc pas évident pour le moment de trouver un vrai concurrent au Bayern de Munich. Vous avez évoqué la Ligue des Champions, le Bayern qui reste sur une victoire retentissante à Salzbourg, 6-2. Mais Mario, il est difficile de comparer un peu les générations, on le sait. Au Bayern, il y a eu la Robbery, Robben, Ribéry, il y a eu également Schweinsteiger. Plus tôt dans le passé, il y a eu les années avec Beckenbauer, Müller, Hoeneß. Où placez-vous l'équipe actuelle? Est-ce le meilleur Bayern de tous les temps? En tous les cas, c'est un des meilleurs Bayern de tous les temps parce que pour le moment, ils le montrent qu'ils sont dans la lignée certainement de la Ribéry-Robben avec les 8 titres consécutifs. Donc là, ça a commencé avec cette fameuse génération Ribéry, Robben, Schweinsteiger. Et on continue maintenant avec des gens comme Müller, comme Lewandowski, mais qui étaient déjà dans la génération précédente. C'est vrai que l'équipe est complète et ce qui me plaît dans ce Bayern, c'est que les jeunes joueurs qui sont arrivés, je pense à Davis, à Kimmich, sont des jeunes joueurs vraiment d'une très grande qualité et qui se montrent prêts dès le départ. Je crois que le Bayern est paré pour plusieurs années. L'un des grands artisans de cette réussite bavaroise, c'est bien évidemment Hansi Flick. Mario, l'entraîneur qui est pour beaucoup, on s'en rappelle, il avait remplacé il y a un an quasiment Niko Kovac, dont il était l'assistant. Il devait jouer les pompiers de service. Finalement, la mayonnaise a pris et il a signé jusqu'en 2023. On a l'habitude de dire que nul n'est prophète en son pays, mais pas dans ce cas-ci. Oui, lorsque le changement entre Kovac et Flick s'est effectué, j'étais encore à cette époque-là à la Fiorentina. Donc on en a parlé avec Franck Ribéry, qui connaît, je pense, très bien la maison. Et directement, il m'a dit, ça c'est la bonne solution. Donc il connaissait Flick parce qu'il a été adjoint de Kovac, mais Flick, s'il a été l'adjoint de Joachim Löw, c'est un homme du club. Il a été joueur au Bayern de Munich, il a été adjoint au Bayern de Munich. Et Franck m'a directement dit, lui, il connaît la maison, il connaît les joueurs, il connaît les dirigeants et il prendra les bonnes décisions. Et on l'a vu, il a très souvent pris les bonnes décisions. Il s'est parfois montré quand même dur dans certaines circonstances et il a su être proche des joueurs dans d'autres. On peut dire que pour le moment, pour Hansi Flick, c'est un sans faute. Mario, on va parler terrain, si vous le voulez bien, puisque dans ce classiqueur, il y aura un match dans le match entre Haaland et Lewandowski. C'est un focus concocté par François-Nicolas Sepulcre. Robert Lewandowski et Erling Haaland, les deux machines à but du Bayern de Munich et du Borussia Dortmund. 10 buts déjà cette saison pour le Polonais, 5 pour le Norvégien. Deux véritables tueurs terriblement efficaces devant le but, mais deux joueurs également bien différents. Commençons par le numéro 9 bavarois. Lewandowski est un buteur né qui a le sens du but, mais surtout le sens du placement. L'attaquant polonais sait comment bouger et comment se positionner dans le rectangle. Le point de pénalty devient alors la zone la plus dangereuse pour la défense adverse. Sa finition favorite, en bas à gauche, avec 7 buts sur 10 inscrits dans cette zone cette saison. Pour l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund, l'histoire est tout autre. Erling Haaland est un joueur rapide, capable de faire mal à une défense grâce à ses appels en profondeur, profitant alors des espaces dans le dos du bloc défensif. Le Norvégien est rapide, mais surtout explosif, ce qui lui permet de faire la différence sur les premiers mètres. Son sens du but fait ensuite la différence. Plus à l'aise du gauche, 3 de ses 5 roses en Bundesliga sont venus de ce côté, mais comme il a montré face à Schalke, il peut également faire mal sur le côté droit. Deux attaquants de buteurs de classe mondiale au profil bien différent qui vont devoir assurer le spectacle dans ce classiqueur. Mario, on vient de le voir dans ce sujet. Les deux joueurs ont deux profils bien différents, mais ce sont d'incroyables finisseurs. Oui, ce sont d'incroyables finisseurs. C'est vrai qu'ils ont un profil différent. On le voit, on l'a vu dans le sujet. Haaland, c'est quelqu'un qui demande énormément de ballons en profondeur. Il est très jeune. Il y a 12 ans de différence. Donc, il y a un vécu énorme entre les deux joueurs. On a vu Lewandowski, il se place très bien. Il joue beaucoup sur ce placement, sur ce jeu sans ballon. On peut dire qu'il sort les coups. Ça, c'est la grande différence entre les deux joueurs. Haaland, c'est plus en puissance. Il va chaque fois partir, attaquer la profondeur et essayer de faire mal à la défense avec des duels constants. Et une autre grande différence, selon moi, c'est les gens qui entourent ces deux joueurs. Haaland, il est nouveau au Borussia Dortmund. Il a joué quand même peu de matchs. Ses équipiers sont des jeunes joueurs. Ils se connaissent, mais pas super bien. Par contre, du côté de Lewandowski, par exemple, il a derrière lui Müller.
Et Müller, il a un rôle fondamental pour ce Bayern de Munich et pour Robert Lewandowski. Müller, c'est un joueur qui a un jeu sans ballon exceptionnel, peut-être un des meilleurs au monde. Il va dans les espaces, il sort les coups, il s'infiltre, il travaille sur le ballon. Et bien souvent, tous ces appels sans ballon libèrent par moments aussi Lewandowski, qui, il faut dire, dans le rectangle, est une machine de guerre. Voyez-vous en Haaland le digne successeur de Lewandowski dans les années à venir? Oui, on l'a dit, dans un autre style, mais certainement, c'est un des joueurs à suivre dans le panorama des attaquants parce qu'il a d'énormes qualités, il a un gabarit largement au-dessus de la moyenne, un peu à la Romelu Lukaku. Il va s'améliorer. Il faut se rappeler qu'Haaland, il a 20 ans. Donc, c'est quand même être à ce niveau-là, prester à ce niveau-là à 20 ans, on le voit, il est quand même présent dans chaque match. Il marque. Surtout en Ligue des Champions, 14 buts déjà pour l'attaquant norvégien. Donc c'est énorme. C'est vrai que je pense qu'un peu à la façon de Romelu, il va devenir encore plus constant avec les années. Pour le moment, il passe encore à côté de certains matchs. Et j'ai envie de dire, quand Haaland passe à côté, il passe vraiment à côté. Et ça, c'est encore quelque chose qu'il doit gommer dans son jeu. Robert Lewandowski, Ballon d'Or, c'est possible un jour, selon vous? Pour rappel, l'international polonais a inscrit un total de 55 buts en 47 matchs la saison dernière, mais en raison du coronavirus, il n'y a pas eu de cérémonie. Ben oui, j'ai envie de dire que c'est le grand perdant du Ballon d'Or de l'année dernière, Robert Lewandowski, parce qu'il a eu des chiffres exceptionnels et il a gagné. Et il faut se rappeler que l'an dernier, on a eu à la fin une compétition sans compétition internationale. Donc, on n'a pas eu le championnat d'Europe des nations. Moi, je pense que l'an dernier, Robert Lewandowski était un des vrais favoris. Là, on va voir cette année. Il va falloir gagner avec le Bayern de Munich, mais aussi, si le championnat d'Europe des nations a lieu, faire un bon championnat d'Europe avec la Pologne, parce qu'on a vu les années de compétition internationale, c'est souvent quand même quelqu'un qui émerge en club et en équipe nationale qui, à la fin, gagne le titre. Et en club, pour rappel, cette saison, Lewandowski, c'est déjà 10 buts en 5 matchs de Bundesliga. La défense du Borussia Dortmund a-t-elle du souci à se faire quand on voit la forme du Polonais? Quand on joue contre Lewandowski, on a toujours du souci à se faire, j'ai envie de dire. Mais la défense du Borussia Dortmund n'a pris que 2 buts en championnat. Il faut se rappeler, c'était lors de la défaite contre Augsburg fin septembre. Donc, c'est une défense qui est très solide. Défense qui est très solide et ça me surprend un peu parce qu'ils ont eu pas mal de soucis. Voilà. Au niveau défensif, notamment au niveau effectif. Ils ont eu la blessure en début de saison assez grave de Zagadou. Ils ont eu Akanji qui a été blessé, qui maintenant est rentré. On a vu dernièrement la blessure d'Hummels. On a eu la positivité d'Emre Can au Covid. Donc, dans ce secteur de jeu, on l'a vu encore en Ligue des Champions, notre compatriote Axel Witsel a dû dépanner derrière, et il l'a d'ailleurs très bien fait. Mais c'est une défense qui est solide, même avec la paire Akanji-Witsel, ils n'ont pas pris de but à Bruges. La transition est parfaite, Mario. Vous l'avez dit, le Diable Rouge était aligné en défense centrale aux côtés d'Akanji face au club de Bruges en Ligue des Champions. Et rien que pour Eleven, eh bien Axel Witsel a accepté de répondre à nos questions. On l'écoute. C'était la première fois que je jouais en tant que défenseur central. Mats était absent, était blessé. Le coach m'a simplement demandé si je voulais bien jouer à cette position-là. J'ai dit que j'étais simplement là pour aider l'équipe. Donc, si je dois jouer à cette position, il n'y a pas de souci. Mais c'était la première fois. J'ai essayé à l'entraînement, je me sentais plutôt à l'aise. Je pense que ça s'est bien passé. Je pense que le plus dur, c'était sans ballon parce que c'est une position où je suis pas habitué, où il faut beaucoup plus sprinter qu'au milieu de terrain. On est plus en mode diesel. Mais au final, c'est bien passé. Maintenant, pour l'équipe nationale, je reste, même ici pour Dortmund, je reste à un milieu de terrain. Après, s'il faut dépanner, parce qu'il y a une pénurie d'absents en défense, je le ferai parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu cette mentalité de vouloir toujours aider l'équipe. Donc, pourquoi pas, mais je précise quand même que je reste un milieu de terrain. C'est bien de le préciser, Axel. Finalement, Axel, quelle sera la clé de ce classiqueur? Je ne dirais pas de jouer à la maison, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on joue sans supporters. Je pense que dans ces matchs-là, quand tu veux les gagner,
Il va falloir faire un gros match, être costaud défensivement, parce qu'on sait que Bayern sont costauds un peu partout, mais spécialement offensivement. Donc défensivement, il va falloir vraiment être très costaud. Et puis, quand on veut gagner un classico comme ça, il faut jouer avec des couilles. Excuse-moi de te le dire comme ça, mais voilà, c'est vraiment le mot. C'est vraiment le mot. Voilà. Mario, on n'a pas de souci à se faire, il l'a répété, Axel, il est bien milieu de terrain. Hein. Oui, non, je pense qu'Axel... mais Axel est indispensable au milieu de terrain, même si cette année, on l'a vu quelques fois sur le banc. Ben, en fait, tout simplement, la raison est qu'il y a abondance de biens dans ce milieu de terrain du côté du Borussia Dortmund. Et Lucien Favre sait que la saison va être très longue. Et donc, il le fait reposer Axel, qui maintenant est un vrai trentenaire. Donc, 31 ans pour Axel. Donc voilà, il essaye de le ménager un peu au niveau du temps de jeu. Et ce n'est pas possible dans tous les secteurs de jeu, mais c'est possible au milieu de terrain. Mais Axel reste indispensable à cette équipe du Borussia Dortmund, comme au Diable Rouge. Au milieu de terrain, c'est un métronome. C'est le vrai relais de l'entraîneur sur le terrain. Il a un rôle essentiel d'ailleurs. Tous les entraîneurs qui ont Axel ne s'y trompent pas. Il est chaque fois un peu discuté, mais il est chaque fois titulaire. En tout cas, Mario, on l'a entendu, hein, il veut cette victoire face au Bayern. Un petit mot sur nos autres Belges du côté du BVB. Torgan Hazard, lui, a facilement digéré le step entre Gladbach et Dortmund. Oui, il a très facilement digéré le step, mais il faut dire qu'il a fait un choix de carrière intelligent. Donc il est allé dans une équipe du sub-top, il s'est habitué à la Bundesliga. Je me souviens, au début, au Borussia Mönchengladbach, il a eu quelques difficultés à s'imposer. Il a dû quand même, pendant une saison, il a eu un temps de jeu assez réduit. Et puis il s'est imposé, il a trouvé sa position. Je crois qu'il a grandi avec le Borussia Mönchengladbach. Il s'est adapté à une nouvelle compétition, une compétition très différente. C'est une compétition assez atypique, la Bundesliga. Et là, maintenant, le passage entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund s'est fait assez facilement dès l'an dernier. Cette année, il a été victime d'une petite blessure qu'il a un peu ralenti, mais il est rentré, il a directement été décisif. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour Thomas Meunier, par contre, c'est un peu plus compliqué. Bild parlait même, le journal Bild, hein, le célèbre journal allemand, parlait d'un transfert flop. C'est un peu sévère. Oui, c'est un peu sévère, surtout si on analyse un peu le début de saison. Donc, Thomas Meunier est arrivé dans un nouveau championnat. Il faut savoir que Thomas Meunier, avec le Paris Saint-Germain, était à l'arrêt. Donc, il a dû refaire une préparation. Réathlétisation. Voilà, et puis il y a eu une petite blessure pendant la préparation, donc il a un peu freiné. Mais si on regarde sur les 5 derniers matchs, le temps de jeu le plus élevé du noyau du Borussia Dortmund est Thomas Meunier. Donc, il répond présent et Lucien Favre est satisfait de ces derniers matchs. Je crois qu'il lui a fallu un temps d'adaptation. C'est un championnat, comme je l'ai dit tout à l'heure, très différent. Exigeant. Beaucoup plus physique, beaucoup plus exigeant. Il doit jouer tantôt à 4, tantôt à 3 derrière, couvrir tout le flanc ou partir de la position de latéral droit. Et il a la succession d'Hakimi. Hakimi qui avait fait quand même une très bonne fin de saison l'an dernier. 2 saisons, ouais. Donc voilà, on a tous... Mais je trouve que là, c'est un peu sévère avec Thomas parce qu'il est occupé, en tous les cas, sur les derniers mois, à bien évoluer du côté du Borussia Dortmund. On l'a vu encore lors de sa dernière prestation à Bruges. Il a été très présent offensivement, notamment. Et il a fait assez mal à cette équipe de Bruges. Ouais, c'était d'ailleurs bien une semaine spéciale, vous l'avez dit, hein, pour Thomas Meunier qui effectuait son retour. En Venise du Nord, il a évoqué son début de saison en conférence de presse. On l'écoute. J'avais besoin d'une nouvelle expérience, d'un nouvel environnement, de nouveautés tout simplement. Et c'est ce que j'ai découvert ici en signant au Borussia. Il ne me manque une chose, c'est les supporters et leur incroyable tifo, puisque ça fait aussi partie de ce qui m'a persuadé à signer ici au Borussia. Mais je suis assez content du temps de jeu. Je retrouve le rythme après presque 7 mois d'absence, puisqu'il y a eu une coronavirus et puis j'ai pas pu me rentraîner avec le PSG. Et voilà, je retrouve du plaisir aussi avec des coéquipiers avec qui je prends du plaisir de jouer. Et ça, c'est le plus important. Et puis, Mario, on le sait, à Dortmund, on fait confiance à la jeunesse. Hein. Joe Reyna, 17 ans. Bellingham, 17 ans. Youssoufa Moukoko, 15 ans. Et lui aussi, une des promesses du club. On en dit que du bien. C'est devenu la politique du club. Oui, mais c'est la politique depuis quelques années. Donc, on le voit parce que Sancho n'a toujours que 20 ans. Alan, 20 ans. Donc, ce sont des jeunes joueurs.
il faut savoir aussi qu'avec les jeunes joueurs, par moment, on peut avoir des petits couacs, mais je pense que le Borussia Dortmund, sur les dernières saisons, même s'ils ont un peu manqué de quelque chose dans le sprint final, notamment contre les équipes de moindre envergure, et là, c'est vrai que l'expérience d'année en année, on le voit d'ailleurs, vous n'avez même plus cité Sancho dans les jeunes joueurs. Il fait partie des meubles hein, déjà. Hein. Il a déjà une certaine expérience, il est habitué à jouer pour le titre. Il est un peu dans le creux pour l'instant, après son transfert avorté en Angleterre. Mais oui, il a dû un peu digérer ce transfert avorté, mais je crois que sur les derniers matchs, il s'est remontré décisif, il a marqué des buts. Mais c'est vrai qu'on va avoir beaucoup d'enthousiasme du côté de Borussia Dortmund, naturellement. Dans les moments décisifs, on a un peu moins de vécu. Donc voilà, je crois qu'il faut accepter avec les jeunes joueurs. Beaucoup d'enthousiasme, un peu d'improvisation par moment. On est porté par ça sur les résultats, on va surfer sur la vague. Mais c'est vrai qu'au moindre couac, là où l'équipe du Bayern, avec toute son expérience et tout son vécu, va savoir le surmonter. Peut-être que du côté du Borussia, c'est un peu plus jeune, c'est un peu plus difficile. Et c'est là où des joueurs comme Axel Witsel, comme Mats Hummels, comme Emre Can doivent jouer un rôle et essayer d'encadrer au mieux les plus jeunes joueurs. Quand on égrène tous ces noms, Hummels, Can, Witsel, Hazard, Haaland, Sancho, on se dit que Dortmund a le potentiel pour être champion. Est-ce que c'est enfin la bonne année pour le BVB ? Je crois que ça peut être la bonne année parce que c'est vrai que le BVB termine toujours assez près du Bayern Munich, mais il faut être réaliste. Au niveau quantitatif et qualitatif, aujourd'hui, le Bayern a encore quelque chose en plus dans son noyau. C'est une saison qui va être longue parce que ces deux équipes ont l'ambition de passer l'hiver en Europe, en Ligue des Champions. Et donc, on va avoir beaucoup de matchs et certainement aussi le vécu du Bayern de Munich dans les moments décisifs risque encore une fois de peser dans la balance et de faire pencher la balance en faveur du Bayern. Mais le BVB champion, ce serait un vrai exploit pour le Borussia Dortmund parce que maintenant, il y a 8 ans que ça n'est plus arrivé. En 2012, effectivement. Voilà, c'était encore sous Klopp. Ils ont été champions en 2011-2012. Et puis après, la suprématie du Bayern a été totale. Donc oui, j'ai envie de dire que c'est chaque année la bonne année, mais ça dépend aussi du Bayern de Munich. Si le Bayern de Munich ne répond pas présent, peut-être à un moment donné, il y a quand même des joueurs qui pourraient un peu s'installer. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Ils ont encore soif de victoire, mais dans une saison, c'est encore long. Et certainement, le grand concurrent du Bayern de Munich, c'est le Borussia Dortmund. Mario, je vous propose de faire un petit tour dans notre DeLorean, puisque nous avons eu une interview exclusive avec Jan Koller. Vous vous souvenez de lui, hein, Mario, à Lokeren, mais surtout à Anderlecht, où il était associé à Thomas Radzinski. Koller a joué sous les couleurs de Dortmund entre 2001 et 2006. Il est donc bien placé pour nous donner son opinion sur ce classiqueur. J'espère que cette année sera la saison pour le Borussia Dortmund. Mais Bayern, c'est très fort. Offensivement, c'est très, très fort avec Lewandowski, avec l'autre joueur, Coman. C'est plein de joueurs. Maintenant, Bayern, oui, psychiquement, c'est très, très bon. Donc, ça sera dur, ce match. Mais Dortmund, je pense qu'il y a prêt pour battre Bayern. Mario, on arrive déjà au terme de notre émission. Oui, le temps passe vite sur Eleven Sports, vous le savez. Selon vous, rapidement, on a posé la même question à Axel il y a quelques minutes. Quelle sera la clé de cette rencontre ? Il y a plusieurs clés. D'abord, le Borussia Dortmund joue à la maison, mais sans public, ce n'est pas la même chose. Donc, ils n'auront pas l'apport de leur public, qui est quand même, pour moi, un 12e homme du côté de Dortmund. Et dans les clés de ce match, c'est la meilleure défense, le Borussia Dortmund, qui affronte la meilleure attaque. Et là, c'est très important. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va se jouer sur des détails. Donc la jeunesse, l'enthousiasme du Borussia Dortmund, qui est bien occupé pour le moment, contre l'expérience du Bayern de Munich. Moi, j'ai quand même la sensation que ça va être un match assez ouvert, avec deux équipes qui ont une grosse possession de ballon. Ce sont les deux premières équipes au niveau possession en Bundesliga. Donc les deux équipes vont vouloir imposer leur jeu et s'imposer. On est tôt dans la saison, ça ne va pas être un duel décisif, mais mentalement, celui qui va l'emporter,
c'est vrai qu'il risque de prendre un léger ascendant, en tout cas au niveau mental et au niveau motivationnel pour la suite de la compétition. En tout cas, vous êtes intarissable sur le sujet, Mario. Et puis, c'est à vous de jouer, les amis, puisqu'il y a, vous le voyez, un magnifique maillot de Thomas Meunier, signé, à gagner. Ça tombe bien, ça rime sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux. Comme on dit. Eh bien, voilà, Mario, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour préfacer cette rencontre. Profitez bien de ce classiqueur, en tout cas. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite sur Eleven Sports. Tchuss!